Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Jacques Sapir qui était l'invité de TVL pour nous parler de la crise à venir que nos politiques français, que le ministre de l'économie française veut masquer. Ils ne veulent pas plutôt dire la vérité aux Français sur le choc économique qui arrive très bientôt en France. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je vous signale que je serai de retour en live ce soir à partir de 21h. Avec un invité mystère. On va parler du retour de l'esprit français avec notamment, vous savez, les polémiques sur le canon français ou la fête du slip. Et oui, cela ne s'invente pas. On l'écoute et on en parle juste après. Jacques Sapir, c'est le cas en tout cas de notre ministre de l'économie, Roland Lescure, veulent masquer la réalité de ce choc économique. Qu'est-ce qui leur arrive ? Alors, je ne sais pas s'ils veulent masquer ou s'ils n'ont pas réellement conscience de l'ampleur de cette crise. Ou est-ce leur rôle en tant que politique de rassurer ? Je pense qu'on ne rassure pas les gens en leur racontant des mensonges. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit des mensonges. Parce que, je le redis, il n'est pas impossible que Roland Lescure soit tenu dans l'ignorance, parce qu'il n'interroge peut-être pas les gens suffisamment compétents de la situation. Le ministre de l'économie française. Mais vous avez une forme de déni là-dessus. Alors, signalons quand même que M. Roland Lescure a laissé entendre que l'on pourrait atteindre un taux d'inflation de 4%. C'est très différent du discours que tenait il y a 3 semaines M. Villeroy de Galhau. Le gouverneur de la Banque de France lui disait « ça n'ira pas au-dessus de 2%. » 3 semaines après, le ministre dit « peut-être 4%. » Donc, ça prouve qu'il a quand même pris conscience, en tous les cas, des conséquences en matière de coûts et d'inflation. Bon, je pense que 4% est beaucoup trop faible. Je pense qu'il faut s'attendre aujourd'hui entre 5 et 6,5%. 5 et 6 selon le calcul de l'INSEE. Qui est déjà un calcul un peu bancal. Oui, parce que l'INSEE est obligé de faire une moyenne et qu'on voit très bien que c'est... Alors, on ne prend pas le loyer à sa juste valeur. Et il y a de ça, mais il y a surtout le fait que, par exemple, un smicard ne consomme pas la même chose que quelqu'un qui gagne 2 fois, voire 3 fois le SMIC. Bon, mais ça, c'est une limite, je dirais, intrinsèque de tous les indices de prix. Il ne faudrait pas faire un indice de prix, il faudrait en faire un par catégorie sociale. Passons là-dessus. Non, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que en France, mais aussi dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, on s'aveugle sur les conséquences industrielles et agricoles de cette crise. Autrement dit, on ne regarde que la question des prix des carburants. Oui, c'est une question importante. Si vous voulez, je ne suis pas en train de dire que non, c'est secondaire. C'est d'ailleurs l'un des facteurs qui touche le plus, pour l'instant, la consommation des Français. Bon, mais on a les conséquences industrielles et agricoles dont je vous ai parlé, et les premiers qui ont réagi, ce sont les industriels allemands. Pourquoi ? Parce que eux sont d'énormes consommateurs industriels de pétrole et de gaz, et qu'ils voient le pétrole et le gaz monter en prix de manière de plus en plus importante, et qu'ils disent, le jour où le pétrole sera entre 130 et 180 $ le baril, nous ne pourrons plus faire tourner une partie de l'industrie allemande. Donc eux, alors, même chose, ils ont du mal à convaincre le chancelier allemand, qui lui aussi dit non, attendez, ça va s'arranger. Globalement, je pense que là-dessus, on a un véritable problème, mais c'est un problème de culture politique. Nos dirigeants... Voire d'arrogance. Voire d'arrogance, mais c'est un problème de culture politique. Ils disent toujours, oui, mais on va toujours trouver une solution. Il y a des solutions à tous les problèmes. Peut-être quand il s'agit de problèmes qui relèvent d'une action politique de court terme. Si effectivement c'était par exemple une crise de liquidité bancaire, oui, on pourrait, alors bien sûr en endettant encore plus la France, mais on pourrait trouver une solution. Mais aujourd'hui, on est face à des problèmes, je dirais, qui sont quasiment géologiques. On est face à des problèmes qui sont aussi logistiques. Par exemple, on a 250 pétroliers, super pétroliers, enfin des pétroliers de plus de 300 000 tonneaux, qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Même si le détroit d'Ormuz, je vous le dis, réouvrait demain,
il faudrait environ 2 semaines pour les remettre en état de marche, parce que ils ont été mis à l'arrêt avec un équipage réduit, etc. Donc il faut les remettre en état de marche, 2 semaines, puis après il faut qu'ils arrivent en Europe. Comptez 3 semaines, à peu près, peut-être un peu plus. Donc ça veut dire 5 semaines. Donc on ne retrouverait une partie de la production, et une petite partie, parce que la grosse partie de la production qui manque, elle manque parce que les installations sont détruites ou qu'elles sont sédimentées pour les puits qui ont été arrêtés. Donc ça, de toutes les manières, il faudra beaucoup de temps pour remettre ça en état. Mais même la production qui est directement disponible, 5 semaines pour qu'elle revienne en Europe au mieux, si la guerre s'arrêtait demain. Donc on voit bien qu'on est face à des contraintes qui sont des contraintes qui ne relèvent plus de l'action politique, qui aurait peut-être relevé de l'action politique si on était à la 2e semaine de guerre, mais qui aujourd'hui, parce qu'on est dans une guerre qui dure depuis plus de 10 semaines, ne relève plus de cette logique. Je vous entendais dire très récemment, Jacques Sapir, que l'essentiel de ce choc économique va arriver pendant la campagne présidentielle. Oui. Donc dans quel climat la campagne va-t-elle se dérouler ? Est-ce que les candidats vont enfin voir l'importance du choc à ce moment-là ? Je l'espère. Je l'espère, évidemment. Alors, dans quelles conditions va-t-elle se dérouler ? Avec une très forte inflation, peut-être 5, peut-être 6%. Avec un arrêt d'une partie de l'industrie et probablement un chômage autour de 9, voire de 10%. Il est à 8,1. Il est à 8,1. Il est de 8,1. Il devrait monter au moins d'1 point et probablement de 2 points, avec un pouvoir d'achat des ménages largement amputé par ce choc, cette fois-ci de prix. Alors effectivement, pour certains ménages, ça va être une réduction de leur pouvoir d'achat de 5-6%, mais pour d'autres ménages, par exemple, prenons le cas d'un ouvrier, ou disons de quelqu'un qui est grosso modo à SMIC plus 20%, et qui n'habite pas à Paris, ou qui n'habite pas dans une grande ville, donc qui ne peut pas utiliser le système de transport que nous avons dans les grandes métropoles, qui est donc dépendant de sa voiture. Là, il va prendre évidemment de plein fouet le choc de prix, et donc là, pour le coup, le pouvoir d'achat pourrait baisser de 10%. Ça pose évidemment de très gros problèmes. Il y aura beaucoup de colère, et il y aura d'autant plus de colère que les Français auront le sentiment, qui est justifié, qu'on ne leur a pas dit la vérité en temps utile. Et c'est pour ça que je dis, il faut dire la vérité maintenant. Revenons à l'avenir proche avec vous, Jacques Sapir. Vous expliquez donc en début de cette émission que les pénuries d'hydrocarbures vont commencer en France à partir du début du mois de juin. À quoi doivent s'attendre les Français, les particuliers, pour leur pouvoir d'achat, justement ? Alors, la pénurie va d'abord se manifester sur le carburant diesel. C'est pour l'instant le carburant diesel où on voit les réserves se réduire de la manière la plus rapide. Et après, le kérosène d'aviation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de carburant diesel pour tout le monde. Et que quand il n'y en a plus pour tout le monde, il faut faire des priorités. Et la priorité, à mon avis, c'est 1, l'agriculture, 2, les pêcheurs, 3, la logistique, les transporteurs. Si le gouvernement subventionne le prix du carburant diesel pour ces 3 catégories, il ne pourra pas le faire pour tout le monde. Donc là, il y a déjà un problème. Après, il y a la question du transport aérien. Alors on dit, oui, 20% de transport aérien en moins. C'est une hypothèse basse. On pourrait être plutôt, mais c'est vers la fin de l'été, vers 30%, 35%. Bon. Mais ce n'est pas le problème du transport aérien en tant que tel. C'est le problème du tourisme. Or, la France est une économie touristique, comme l'Espagne, comme l'Italie. Évidemment, beaucoup moins pour l'Allemagne. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les quasiment 100 millions de touristes que nous avons, normalement, il devrait en manquer 15 à 20 millions.
Et qui plus est, il devrait manquer des touristes à haut pouvoir d'achat, qui viennent d'Asie, parce que c'est l'Asie qui est le plus touchée par cette question des coupures de kérosène, ou du Moyen-Orient. Donc ça veut dire que on doit s'attendre à un choc d'activité dans le tourisme assez important. Alors oui, bien sûr, il y a des Français qui ne pourront pas partir à l'étranger, qui vont se rabattre sur la France, sauf que c'est en général des Français à pouvoir d'achat relativement faible. Et excusez-moi, pour l'économie française, remplacer un touriste saoudien ou émirati ou qatari, bon, à haut pouvoir d'achat, par un touriste français qui, lui, compte ses sous, compte ses euros et évite trop de dépenses, c'est pas la même chose. Et comme le tourisme est une activité importante dans l'économie française, il faut s'attendre à un choc de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on se rend bien compte, notre seul salut aujourd'hui, la seule partie de l'économie française qui fonctionne et qui nous rapporte un petit peu d'oseille, c'est le tourisme. On n'a plus rien. Et le tourisme, avec le choc pétrolier qui arrive, et Jacques Sapir fait bien de le dire, dans les pays asiatiques, vous avez des confinements énergétiques. Ça, il faut bien le savoir. Vous avez une restriction à la pompe, vous avez des QR codes. Le même projet que la Macronie rêve de mettre en place en France et qui pourrait complètement arriver, même si Donald Trump a annoncé qu'un traité de paix allait être signé avec l'Iran, c'est-à-dire la fin de la guerre, et du coup, on imagine que le détroit d'Ormuz va réouvrir. Mais le problème, c'est que le temps que tout le monde refasse ses stocks, ça va prendre des semaines, des mois, et pendant ce temps-là, la crise continue, l'essence est hors de prix. Du coup, les gens vont évidemment limiter leurs déplacements au possible, ce qui veut dire que pour certains Français, eh bien, les vacances vont tout simplement sauter juste pour le transport. Voilà ce que c'est un pays qui n'a pas d'idée, qui n'a pas de plan, qui n'a pas de grande orientation. Voilà un pays qui a à peine 9% d'industrie et qui a tout misé sur le service et le tourisme. Le problème, c'est que les deux sont liés. Donc si le tourisme baisse, le service va baisser. Et du coup, on risque d'avoir une crise économique, une récession, l'inflation. Pour tous ceux qui font leurs courses, les prix ont encore augmenté dans les supermarchés. Ça devient vraiment extrêmement difficile, extrêmement dur. Et le pire, c'est que Jacques Sapir nous annonce tout simplement que cela va durer et va s'amplifier dans le temps. Et dans cette crise et dans ce choc qui arrive, eh bien, nous continuons finalement à avoir une population plutôt docile, qui ne dit rien. Alors oui, le beau temps arrive, l'été arrive, donc il ne faut pas imaginer que les Français se révoltent en plein été, peut-être à la rentrée, même si dans le même temps, j'y crois de moins en moins. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les sauves vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.